Écoutez, mesdames et messieurs, on va commencer. On va reprendre plutôt cet après-midi. Alors, j'inviterai les 5 panélistes, 5 invités qui vont faire des présentations en mode éclair à venir sur scène. Donc, j'invite Jean-François Cyr, Martine Morissette, Gilles Julien, Nadia Duguay et Nadine Arbour à venir sur scène. Voilà. Il manque juste M. Julien. Si les gens n'étaient pas là ce matin, je vous explique rapidement comment on va procéder. C'est des présentations éclairs qui durent 7 minutes 30. Donc, qui utilisent principalement les images, des symboles, des photos. Donc, c'est en mode automatique, ça déroule. Et je vais introduire chacun des invités au départ. Et après, on les laisse nous présenter leur initiative d'innovation sociale. Et on va suivre l'ordre dans le cahier. Alors, notre premier invité, Jean-François Saint-Cyr, il contribue à l'accompagnement des organisations dans l'élaboration de projets de réussite éducative et à la réflexion autour des démarches de mobilisation multisectorielle. Alors, accueillons Jean-François Saint-Cyr, conseiller en développement au Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, le CETREC. Bonjour. Ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Très heureux de venir vous parler d'un projet qui m'est particulièrement cher. Très content de ce projet-là. On pourrait parler aussi d'une expérimentation. C'est le projet FAST. Donc, la présentation, j'imagine qu'elle va... Parfait. Donc, le projet FAST, c'est ce qu'on veut dire par cet acronyme-là. C'est une formation en alternance à haute teneur scientifique et technologique qui est née, si on veut, il y a à peu près 2 ans, par 3 cerveaux. Ils sont dans la salle, je vais les nommer. Vincent Tanguay du CEFRIO, Thérèse Laferrière du CRIRES, qui est ici à l'Université Laval, et Linda Saint-Pierre du CETREC, et qui se sont dit, on aimerait créer un projet qui va permettre aux jeunes de découvrir les sciences et technologies, les amener à persévérer, à s'intéresser à ces domaines-là. Mais dans une approche qui utilise les technologies de l'information, des communications. Donc, le projet se structure sur des activités d'éveil aux sciences, mais aussi l'utilisation d'un iPad, d'une tablette numérique pendant toute l'année scolaire et une présence en entreprise. Dans notre formule, on est rendu à 4 jours de présence en entreprise, dans la même entreprise que le jeune va vivre. C'est des jeunes de secondaire 4, d'une école particulièrement dynamique, qui est l'école secondaire Vanier, ici en Basse-Ville. Donc, le jeune, dans ce projet-là, on veut l'amener, si on veut, à développer son intérêt pour les sciences et technologies, comme je l'ai dit, mais aussi dans une approche d'orientation professionnelle. Est-ce que les sciences et technologies, ça peut être intéressant pour lui, mais développer son sens critique, sa curiosité, mais aussi l'amener à vivre une expérience dans un milieu de travail pendant plusieurs journées pour vivre quelque chose de significatif, pas seulement un stage d'observation. Je vais en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais un stage de contribution à l'entreprise. Donc, les 3 volets. Le premier volet est vraiment l'aspect pédagogique dans l'école, d'amener les technologies de l'information de façon plus dynamique. Changement de pratique chez les enseignants, pas parce qu'on met une tablette numérique dans les mains d'un enseignant qui va changer comme ça ses pratiques. Il faut se donner le temps, il faut préparer le changement, il faut former ces enseignants-là, il faut les outiller, les accompagner aussi, parce que ce n'est pas simple, ce type de changement de pratique-là. Et on parle de tous les enseignants donc, de secondaire 4. Pour les jeunes aussi, les jeunes à qui on attribue une tablette, bien, il y a des règles à se donner. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est justement un code d'éthique qu'ils se sont créés, qui est beaucoup plus large que ça, mais c'est l'espèce d'image qui résume, dans le fond, les règles de conduite avec leur tablette numérique qui ramenaient aussi chez eux pendant toute l'année scolaire. Donc, ça devenait leur outil en secondaire 4 d'utilisation privilégiée pour leur agenda, leurs devoirs, tout ça. On est à notre 2e année d'expérimentation et cette année, on a fait un effort particulier pour que toutes les activités autour des activités de sciences qui vont se dérouler, des fois dans le cours de sciences, mais aussi les activités d'utilisation des technologies en français, en éthique et culture religieuse, bref, dans les différentes matières, se ramènent à une espèce de tronc commun, une espèce de sens pour que le jeune s'y retrouve et sente qu'il fait partie d'un projet
cohérent tout au long de l'année. Donc, c'est un peu le symbole de l'arbre que j'ai utilisé. L'autre volet, qui est la présence en entreprise. Pas simple de rallier les entreprises à ce projet-là. On veut que les jeunes contribuent concrètement à un besoin de l'entreprise, mais ce sont des jeunes qui sont généralistes, des jeunes de secondaire 4, donc qui n'ont pas nécessairement de spécialité. Donc, de trouver des entreprises qui sont ouvertes et qui sont prêtes justement à accueillir ces jeunes-là, c'était tout un défi, mais celles qui l'ont fait ont été extraordinaires et très généreuses dans leur temps. Ça nous prend en moyenne environ une trentaine d'entreprises partenaires par année. Donc, gros travail de tordage de bras, j'aime utiliser comme expression, parce qu'ils ne sont pas habitués nécessairement d'ouvrir leurs portes comme ça à des jeunes, surtout que la première année, c'était 15 demi-journées en entreprise. Vous imaginez l'effort qu'ils doivent investir. Cette année, on a simplifié, c'est 4 journées complètes. Donc, c'était tous les mardis pendant un mois. Mais les entreprises, en les accompagnant, en les formant aussi, évidemment, au départ, en les sensibilisant, en leur montrant l'importance de leur rôle là-dedans, on a réussi à les convaincre de participer. Les jeunes pouvaient faire toutes sortes de choses. Certains faisaient de la veille informationnelle sur les compétiteurs. D'autres pouvaient travailler à de l'archivage photo, de la gestion de bases de données. Donc, des tâches qui sont reliées aux sciences technologies. On ne souhaitait pas qu'ils aillent dans l'entreprise pour classer des boîtes ou faire du rangement de papier. On voulait vraiment qu'il y ait une thématique scientifique ou technologique en arrière de ces tâches-là. Un projet complexe avec ces 3 volets, les sciences, les volets entreprises, l'utilisation des tablettes numériques en classe. Je dirais que le plus difficile au départ dans nos obstacles, ça a été le démarrage du projet. Il fallait trouver environ 70 000 juste en investissement pour acheter les tablettes numériques, les structures technologiques dans l'école. Donc, un gros défi, je dirais, de démarrage pour arriver en temps et recruter notre trentaine de premières entreprises dans le projet. Donc, ça a été un démarrage difficile, mais il y a eu des conditions facilitantes à ce projet-là. Une équipe école particulièrement dévouée, avec des enseignants qui s'impliquent, une direction aussi très positive, centrée sur les solutions. Toute l'équipe était centrée sur les solutions et des partenaires qui sont là, si on va avec leurs forces respectives. Quand on pense au CIFRIO avec ses forces relatives aux technologies de l'information, au CRIRES avec tout le volet recherche qui accompagne le projet et le CETREC avec son expérience en réussite éducative puis en développement d'outils. Un projet comme ça ne se fait pas tout seul, ça prend évidemment plusieurs partenaires financiers. Le gouvernement du Québec a été un allié important avec son programme Novasciences du MDEIE, maintenant le MES-RST, le MELS, les Caisses des Jardins, l'Office municipal d'habitation, TELUS, RP, plusieurs partenaires qui sont venus aider et contribuer à ce qu'on soit capable de mettre en place ce projet-là. Il y a des défis qui s'en viennent, qui sont importants, parce que le financement d'un projet comme ça, il faut le trouver. Il n'y a pas nécessairement 1 million de sources. Souvent, le financement, on va l'avoir pour une première année ou une deuxième année, mais il faut continuer parce que notre souhait, c'est que l'école devienne de plus en plus autonome. Donc, les partenaires, on souhaite se retirer un peu pour que l'école prenne davantage son leadership dans ce projet-là pour recruter les entreprises et puis pour entretenir tout ce parc informatique-là et développer des nouvelles approches pédagogiques là, avec les technologies. Il y a eu des impacts importants chez les jeunes. On a vu leur motivation. Plusieurs nous ont témoigné de leur motivation à continuer à aller à l'école pendant ces périodes-là parce que, justement, il y avait sa présence en entreprise. Mais un élément clé, c'est le positionnement des sciences techno dans l'école. L'école Vanier, l'école secondaire Vanier, a décidé d'étendre, si on veut, les sciences techno, pas seulement à secondaire 4 où on travaillait, mais de le mettre dans son projet éducatif de secondaire 1 à 5 avec toutes sortes d'activités complémentaires. Fait que pour nous, ça, c'était un bon coup. Le projet de recherche avec le CRIRES va nous permettre de beaucoup mieux évaluer les réels impacts. Donc, on est encore dans un processus d'expérimentation. Est-ce que c'est une innovation sociale? Je ne sais pas. C'est peut-être une innovation sociale qui est en cours. Il faut se donner le temps aussi d'avancer, d'évoluer là-dedans et d'améliorer nos choses. Mais chose certaine, si je mets mon chapeau CETREC, Centre de transfert, il y a beaucoup d'apprentissages qu'on a fait dans ce projet-là qui vont être utiles à amener vers d'autres milieux. Donc, merci beaucoup. Merci, Jean-François Saint-Cyr.
Notre prochaine invitée, elle contribue à faire rayonner le modèle du Carrefour Jeunesse Emploi ici et à l'étranger, tout en développant des projets innovants comme une plateforme de financement alternatif en économie sociale. Accueillons Martine Morissette, directrice générale Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais et membre du RQIS. Je suis prête. Alors, le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais offre des services, des outils, de l'accompagnement qui visent à améliorer les conditions de vie des jeunes adultes 16-35 ans. Comment? On les accompagne dans leur cheminement vers emploi, retour aux études, démarrage d'une entreprise. Le CJE, c'est un lieu d'accueil, d'aide et de grande valorisation. C'est un véritable guichet unique jeunesse. Dès son entrée au CJE de l'Outaouais, les jeunes adultes sont accueillis de la façon suivante, avec la phrase clé « Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? » Imaginez un centre communautaire bien localisé, bien aménagé, accueillant, avec des bons outils, du personnel qualifié qui mettent les préoccupations des jeunes au cœur de leur intervention. Un centre communautaire ouvert plus de 43 heures par semaine qui accueille tout jeune adulte sur une base volontaire et sans aucune discrimination. On est en 1983, dans les secteurs de Hull, Elmer, Gatineau. On est confronté à un tableau sombre concernant la jeunesse. Taux de chômage, 22 %. Taux de prestataires pour les moins de 30 ans, 44 %. Taux de décrochage à l'époque, 55 %. De multiples autres défis se présentent aux jeunes. La pauvreté, le logement, grossesse, nombre de grossesses élevées, toxicomanie, santé mentale, j'en passe, suicide, etc. C'est un groupe leader qui constate la situation. Il y a peu de services spécialisés dédiés à la jeunesse à l'époque, que si certains existent, c'est à partir des conditions d'admission très strictes qui les excluent, que les intervenants travaillent en silo, que les jeunes adultes se perdent dans les dédales des programmes trop peu ou trop normés. Bien sûr, le manque de concertation, de vision globale, voire cohérente, et d'approche intégrée. C'est qui ce groupe leader? Une dizaine de personnes, une douzaine, représentant la communauté urbaine. Ils œuvrent auprès des jeunes. Ils proviennent des secteurs de l'emploi, de l'éducation, de la santé et des affaires. Les jeunes sont aussi très présents. 3 CLC se mettent ensemble pour nous offrir une expertise des organisateurs communautaires. Ça, c'est toute une contribution. D'autres partenaires institutionnels s'ajoutent à notre démarche et au fur et à mesure que le plan s'articule puis qu'on les sollicite. Du financement pour l'étude de faisabilité grâce au fédéral, la Ville de Gatineau embarque avec un bail amphithéotique, Desjardins pour du financement pour de la coordination, Fonds de solidarité des travailleurs du Québec pour une première hypothèque qui voulait financer un centre communautaire. Certains programmes des gouvernements sont même récupérés et transformés. Même l'Église s'en mêle. On a le vent dans les voiles. Alors, le développement d'une vision commune prend racine. Et c'est assez extraordinaire parce que l'idée de regrouper sous un même toit tous les services dédiés à la jeunesse est très emballante pour le groupe de travail. C'est concret, c'est visible, c'est accessible, c'est surtout très rassembleur. Un premier canevas d'un centre communautaire dédié à l'emploi et à la jeunesse est élaboré, avec en main une excellente compréhension de la situation des jeunes et de leurs besoins, des études, des focus group, des sondages. Le groupe articule un concept nouveau. On est en 84. Une première proposition est prête pour l'Outaouais. Un premier plan stratégique, philosophie d'intervention, orientation générale, description des services, prévision budgétaire, voire description des fonctions pour assurer le bon fonctionnement du centre. Puis un conseil d'administration, bien sûr, voit le jour. Le projet est retenu lors du sommet socio-économique de la région en 85. Le centre est construit, il prend le nom de Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. L'an 1, moins de 100 jeunes se présentent à nos portes. Aujourd'hui, 7000 jeunes adultes par année franchissent nos portes. 10 ans plus tard, 1995, lors d'un conflit majeur avec le fédéral concernant l'accessibilité des jeunes à des services,
Tout l'Outaouais se mobilise autour du projet et le gouvernement du Québec prend acte, enfin, du concept et des résultats. Quelques facteurs favorables à notre démarche. Pendant toute la période d'émergence, l'eau est plutôt calme. On voit l'horizon, on sait ce qu'on veut, on ne gère pas de crise, mais on avance promptement. Les personnes autour du projet sont des leaders, ils sont rigoureux, ils ont une détermination à toute épreuve. La mobilisation est au rendez-vous. Bon plan de com'. Des défis se présentent. Pendant 10 ans, aucun bailleur de fonds ne veut être entraîné dans une approche intégrée. Ça fait peur. Tous privilégient l'approche projet, à la pièce et en silo. C'est bien plus simple pour eux. La défunte SQDM s'oppose farouchement au projet de déploiement et surtout au financement de base. Les syndicats de la fonction publique s'en mêlent. Sous-traitance, cheap labor, on se questionne. Pourtant, les résultats sont géniaux, sont excellents, la pratique est bien documentée. 10 ans se déroulent avant que le gouvernement du Québec accepte d'appuyer financièrement le concept et le déployer. Maintenant, on compte 110 carrefours au Québec. L'Amérique latine, l'Afrique apprécient aussi l'expérience. 5 CJE à l'international ont vu le jour. On a même formé un collectif international des CJE sans frontières. Pour l'ensemble des défis, pour l'ensemble des CJE, les défis sont quand même grands. Comment ne pas tomber dans la routine? Se questionner continuellement, rester vigilant parce qu'on est dans les bonnes conditions quand on sort réservé aux jeunes, demeurer de vrais laboratoires d'expérimentation et d'approche. Il faut que l'ensemble des carrefours continuent à s'engager sur des tables de concertation, à innover, à chercher des réponses nouvelles. Les CJE sont des acteurs privilégiés et doivent demeurer à la hauteur. Pour le carrefour, un financement de base, et pour tout, par exemple, un financement de base est nécessaire. En même temps, c'est toute la reconnaissance de l'action, poursuivre la mission, rendre ça accessible grâce à ce financement de base. Aujourd'hui, l'ensemble des carrefours, c'est une enveloppe d'environ 55 millions, 1000 emplois jeunesse et à peu près autant de bénévoles. En plus, ce financement-là est aussi fort intéressant parce que ça reconnaît le plan d'action local selon les priorités et les spécificités. Quant au Carrefour, bien, c'est une belle opportunité de poursuivre son action. Il est condamné à innover, à se dépasser et à offrir des services de qualité. Alors, et d'ailleurs, vous avez donné l'exemple, depuis ce temps-là, il y a 2 ou 3 projets à partir du Carrefour qui ont fait l'objet d'un déploiement au Québec. Voilà pour notre organisation. Merci. Merci, Martine Morissette. Notre prochain invité, il contribue aux approches préventives en santé et à faire connaître la pédiatrie sociale au Canada et à l'international afin que les enfants issus d'un milieu vulnérable puissent s'épanouir. Accueillons le Dr Gilles Julien, pédiatre social. Bonjour, merci de m'avoir invité. On va prendre tout le temps. On a, nous, une entreprise sociale qui est située dans le quartier Hochelaga en particulier pour traiter les enfants les plus vulnérables, ceux qui échappent des systèmes, ceux qui tombent en 2 chaises. Et c'est une approche de proximité. C'est la maison mère que vous voyez, mais il y a aussi Côte-des-Neiges et une quinzaine d'autres centres de pédiatrie sociale en communauté maintenant au Québec. C'est vraiment une entreprise avec un objectif clair que tous les enfants soient traités de façon équitable. Ça, c'est la carte de la vulnérabilité, de la pauvreté sur l'île de Montréal. Alors, les endroits rouges sont particulièrement les grands enjeux pour nous. C'est un peu la même chose ailleurs au Québec et au Canada d'ailleurs, où la pauvreté augmente, l'exclusion augmente, et de 1 sur 3 à 1 sur 2 enfants vivent des conditions extrêmement difficiles qui les empêchent de se développer. Donc, la pédiatrie sociale est là pour résoudre ce problème-là. Il y a des facteurs biologiques majeurs dans cette situation-là et des facteurs financiers. Les conséquences de ces difficultés-là amènent des non-développements. On voit une réduction du volume du cerveau à 3 ans chez les enfants non stimulés. Et le coût système est énorme
quand on laisse aller ces enfants-là pour réparer les adultes plus tard, comme on dit, alors qu'il coûte beaucoup moins cher de bien traiter nos enfants, ce qu'on ne fait pas toujours au pays. Notre méthode est assez particulière. C'est une méthode bottom-up. On n'attend pas après le gouvernement. Le gouvernement en a trop fait. Ce n'est pas un bon parent. Et pour nous, il faut que ça revienne aux communautés de prendre soin de ces enfants. Et le gouvernement vient en 3e, 4e ligne. Et la méthode est simple. C'est une méthode en spirale. À partir d'un centre, 2 centres, 3 centres, 15 centres, 200 centres, on va pouvoir changer la carte du Québec en termes de pauvreté d'enfants et de problèmes de développement. Notre modèle est un modèle de médecine sociale intégrée. On a vu les difficultés quand on intègre au Québec, c'est épeurant, intégrer. Nous, on intègre particulièrement les sciences de la santé, les sciences sociales et les sciences juridiques autour d'une même table, dans un même lieu, pour pouvoir s'occuper des besoins des enfants, mais aussi s'occuper d'appliquer la Convention internationale des droits qui doit être appliquée au Canada, et le Canada est un mauvais joueur en application de la Convention des droits. Notre méthode consiste à considérer l'ensemble des besoins. Il y a beaucoup de besoins en même temps chez les enfants. Alors, on est habitué de les diviser un par un, physique, social, mental, etc. Et ce qu'on essaie de faire dans nos milieux, c'est une approche intégrée des besoins aussi, pour pouvoir définir des plans d'action qui vont considérer l'ensemble des besoins et l'ensemble des droits. Pas juste un à la fois, mais tous ensemble, sinon on risque d'en bafouer un et l'autre. On a une approche de savoir-être et de savoir-faire. On est des professionnels et des bénévoles qui se regroupons ensemble dans une approche de proximité où les services intégrés sont accessibles dans la communauté même qu'on vise ou qu'on privilégie. Et ça se fait autour d'une table de cuisine. Et la famille et l'enfant est toujours au centre de cette approche-là. Et non pas l'inverse. Ce n'est pas les intervenants sans les enfants et les adultes, c'est nous tous ensemble qui, avec la famille et l'enfant, approchons cette problématique-là pour mieux la définir, pour mieux combler les besoins et définir des plans d'action qui se tiennent, mais dans la communauté. Jamais à l'extérieur parce qu'on sait que ça ne marche pas, surtout quand ça vient de haut en bas et qu'on passe aux soins tertiaires, quaternaires avant de passer par les soins primaires et secondaires. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire qui peut changer énormément de choses au Québec. Notre ambition, l'enjeu d'un centre de pédiatrie sociale en communauté, c'est vraiment l'espèce d'engrenage qui manque actuellement entre les populations vulnérables qui tombent entre deux chaises. Ça s'applique aux enfants, ça pourrait s'appliquer à d'autres populations vulnérables comme les personnes âgées, et d'essayer d'intégrer ça avec tous les services qui sont disponibles au niveau institutionnel et même communautaire, qui souvent sont aussi en silo. Donc, nous, on est un mécanisme intégrateur dans la communauté pour arriver à ce but-là. On veut avoir un impact sur ça c'est des cellules dans le cerveau, on veut avoir un impact sur le développement du cerveau. Quand le cerveau est plus petit, c'est parce qu'il y a moins de ces cellules-là, puis il y a moins de connexions entre les cellules. Et on connaît maintenant, par la neuroscience, l'effet biologique de la pauvreté, de l'exclusion, des mauvaises conditions de vie sur le développement des enfants. Et ça explique beaucoup de problématiques de comportement, d'adaptation, d'apprentissage, d'inhibition aussi qui suivent par la suite. L'enjeu pour nous, c'est vraiment l'enfant en santé globalement, c'est-à-dire l'enfant qui va réussir, qui va devenir du capital social pour sa société. Et je vous rappelle qu'au Québec, il y en a 1 sur 3, et au Canada aussi d'ailleurs, qu'on échappe pour toutes sortes de raisons, et ce sont eux qui vont alimenter éventuellement les décrocheurs, la criminalité, etc. Donc, l'objectif clair pour nous, c'est vraiment, à long terme, l'enfant en santé. On est en train de répliquer ce modèle-là à partir un peu avec la même méthode de la méthode spirale, c'est-à-dire qu'à partir d'un centre, on en a eu un autre, et là, tranquillement au Québec, et en fait rapidement, est en train de se développer des centres qui s'inspirent de ce qu'on fait, qui ne sont pas nos centres, qui sont nés dans une communauté où il y a un besoin et qui vont éventuellement devenir une masse critique importante pour changer la donne en termes d'enfants, de vulnérabilité des enfants au Québec. Les grands enjeux qu'on a, c'est le transfert de connaissances. À partir d'une méthode de base dans une communauté, comment on réussit à influencer les pratiques, à changer les pratiques des institutions,
mais aussi de l'ensemble des professionnels qui travaillent autour des enfants. Et on est en train de développer des méthodes de transfert de connaissances novatrices, en fait, avec les résidents en médecine, en pédiatrie, les étudiants en sciences sociales, en sciences infirmières, en droit, etc. Notre objectif à long terme, c'est que les communautés finissent par prendre en charge l'ensemble des enfants de leur communauté et n'acceptent jamais qu'un enfant tombe entre deux chaises dans leur milieu. C'est plus facile parce qu'on les voit dans les communautés. Quand on est à l'hôpital, quand on est dans des grandes institutions, on ne voit pas les enfants qui tombent entre deux chaises, on les reçoit en phase grave de maladie et de troubles. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est vraiment à long terme de revoir ces enfants-là en bonne santé. L'enjeu global, ce qu'on souhaite, c'est clair, c'est des enfants en santé, mais c'est aussi des communautés plus engagées avec leurs enfants et aussi des sociétés plus responsables. On n'a pas une société responsable avec les enfants. On a des très beaux programmes, mais comme on disait un peu tantôt, on ne peut pas y aller par programme en silo. Si on ne le fait pas de façon intégrée dans les communautés, surtout dans les soins des enfants, on manque notre coup. Merci beaucoup. Merci, Gilles Julien. Notre prochaine invitée, elle contribue à l'inclusion sociale des personnes les plus marginalisées par la réalisation de projets innovants en éducation et en culture et visant à créer des changements positifs. Accueillons Nadia Duguay, cofondatrice et codirectrice d'Execo. Bonjour. Alors, j'ai 7 minutes pour tenter de vous faire comprendre l'expérience Execo. Comme André l'a dit, nous sommes donnés comme mission de travailler à l'inclusion sociale par l'innovation en culture et en éducation. Jusqu'ici, ça nous a amené à travailler avec 4500 personnes au travers le Québec. 4500 personnes qui ont participé à l'un ou l'autre des 10 programmes et projets sur le territoire. Execo perçoit l'accès à l'éducation et à la culture comme des droits fondamentaux qui nous permettent de nous définir et de prendre pleinement part à notre société. Et lorsqu'on émet un droit, il devient de notre responsabilité collective de le définir, de le réfléchir et de mettre en place les ponts d'accessibilité. Ça va de soi qu'on conçoit les personnes avec lesquelles on travaille comme des êtres pensants, créatifs, mais surtout comme étant des citoyens à part entière. Et ça se reflète dans les façons de faire à tous les jours. À notre avis, la meilleure façon de penser l'inclusion sociale, et non l'intégration ou la réintégration sociale, c'est de repenser et de revoir les conditions de succès universelles qui sont valables pour tous. Qui, ici présents, mesdames, messieurs, peuvent dire que leur succès repose uniquement en termes d'accessibilité aux besoins primaires? On se doit de poser exactement la même question pour les plus exclus de notre société. Qu'arriverait-il si les secteurs de l'économie du savoir et les secteurs de l'économie créative s'alliaient ensemble contre la lutte à l'exclusion sociale? Pour y arriver, on croit qu'il faut mettre en place des moyens adaptés et personnalisés à chaque secteur. Et il faut l'entrevoir comme une façon complémentaire de travailler au secteur social sur le terrain. C'est ce qu'on appelle, chez Execo, la médiation culturelle et intellectuelle inclusive. Concrètement, ça se reflète par des programmes comme Idéaction. Depuis 2006, c'est 150 ateliers qui ont été développés, 2500 participants, jeunes et moins jeunes, qui ont reçu une formation à l'autodéfense intellectuelle. Des ateliers offerts dans des refuges pour personnes itinérantes, des auberges du cœur, des programmes de préemployabilité, de persévérance scolaire, des communautés autochtones, directement dans la rue, dans les parcs, dans les centres d'achat, ou encore même en prison. Les ateliers ont été développés en 3 grands axes d'apprentissage: la pensée critique, l'analyse sociale et l'action citoyenne. En gros, c'est vraiment des cours de philosophie, de sociologie et d'éducation à la citoyenneté, mais qui sont vulgarisés et adaptés pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. On pense en fait, tout simplement, que plus on a d'outils pour réfléchir notre monde, mieux on l'analyse et mieux on est poussé à agir positivement sur celui-ci, à devenir acteur du changement. Mais pour y arriver, il
faut s'assurer de la mobilisation des jeunes, de leur rétention dans les programmes et de les intéresser réellement. Pour ce faire, on a développé nos stratégies d'approche autour de 3 grands pôles qui sont sur la diapositive. En tout, c'est 32 techniques d'approche qui sont utilisées au quotidien, passant du traditionnel brainstorming, mais jusqu'au théâtre invisible, à la rumeur et même au flash mob utilisé comme technique pédagogique. Pas de programme en boîte, c'est le participant qui est ici le leader. Il n'est pas rare de rencontrer un de nos groupes dans un lieu public. Une station de bus pour étudier la mobilité sociale, une épicerie pour étudier le marketing publicitaire autant que les choix responsables de consommation, un fond de ruelle pour analyser un documentaire, une galerie d'art pour nous permettre de nous dissocier de notre quotidien parfois lourd et parfois très difficile à porter. Afin d'atteindre la population très marginalisée des Autochtones en situation d'itinérance, une caravane philosophique et culturelle est aussi née depuis l'année dernière. 4 soirs semaine, elle parcourt la ville à la recherche des 1000 Autochtones en situation d'itinérance seulement du centre-ville de Montréal. À son bord, une bibliothèque mobile, du matériel artistique, du matériel de projection de films, mais aussi des lunettes de vue, un service postal pour reprendre contact avec sa famille, des ateliers pour détecter les manipulations du discours. En fait, pour comprendre ce volet, on dit que les services traditionnels, eux, s'occupent de santé physique et mentale, et que nous, tout simplement, on s'occupe de santé intellectuelle et culturelle. Mais ce, dans un travail conjoint, dans un travail qui respecte totalement les expertises déjà présentes sur le terrain. En fait, il s'agit d'une boîte à prétextes, celui d'entrer en contact et de se concentrer sur le potentiel de chacun à se réaliser pleinement et à façonner le monde de demain avec nous. 2 pans d'action sont maintenant en incubation. Ils se dessinent de façon naturelle chez nous. La première a été l'ouverture de bibliothèques dans les refuges et les centres de jour à Montréal. Jusqu'ici, on en compte 6 d'installés, mais la liste d'attente est très longue. La deuxième, c'est nos ateliers de vulgarisation en simultané, où nos participants sont amenés dans des hauts lieux du savoir, comme celui-ci, et reçoivent une traduction de langage universitaire à langage de rue en direct par nos médiateurs. Ensuite, le pan d'accessibilité culturelle, lui, ne se résume pas à offrir des billets gratuits. Il s'agit de mettre en place une réelle série d'actions, d'accompagnement et de médiation des personnes. Pensons à des ateliers de vulgarisation, à des ententes avec le refuge pour une permission d'arrivée tardive, à des formations d'inclusion destinées aux personnes travaillant dans les secteurs créatifs, ou encore à des rencontres avec les créateurs agissant comme modèles positifs. Toutes ces initiatives ne sont pas parfaites encore, mais nous avons cru le besoin trop grand pour attendre. La dignité humaine, elle débute dès lors qu'on lui permet de vivre. Le concept d'égalité des droits se doit de ne pas demeurer un concept vide de sens. Elle doit se refléter dans notre capacité à revoir l'ensemble de nos façons de faire, de nos façons de voir l'autre, de travailler avec lui, pas pour lui. Une citation, une image pour finir. Une citation prise en milieu carcéral, prouvant, à mon avis, à quel point nous nous privons d'une réflexion essentielle lorsque nous tournons le dos à une personne par simple excès de préjugés. Une image qui vaut 1000 mots, elle. Larry, participant d'Idéaction mobile, autochtone autrefois en situation d'itinérance, ici devant la grande salle du conseil de la Banque Royale, juste après un témoignage qu'il a livré sur son vécu avec nous. Ce qu'on propose, ce n'est pas de se concentrer uniquement sur... c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les problématiques personnelles et sociales que les citoyens vivent autour de nous, mais bien de nous ouvrir à leur potentiel à tous les jours. Je vous invite donc à travailler contre l'inégalité des chances pour une société inclusive, créative et réflexive avec nous. Merci. Merci Nadia Duguay. Et pour terminer ces 5 initiatives, elle contribue à la recherche en sciences sociales appliquées et à la progression des connaissances, notamment dans le domaine de la prévention de l'abandon scolaire et des maladies génétiques. Alors, accueillons Nadine Arbour, coordonnatrice à ECOB, Recherche et Transfert et membre du RQIS.
Pas facile de passer la dernière après toutes ces belles initiatives. En fait, je pense qu'il faut se rappeler d'abord la première année, 1968, c'est la création des cégeps au Québec. Et je pense que c'était là une initiation, en fait une initiative sociale de développement important. Donc, ECOB il fait partie du cégep de Jonquière et considère aussi, en fait, être partie prenante de ce développement et de ce tournant vers la communauté. Alors, ECOB, Étude des conditions de vie et des besoins de la population, a d'abord été créé en 1982. Alors, vous avez ici les deux fondateurs, deux profs de cégep qui avaient à cœur, finalement, de faire de la recherche au service du milieu. En 2000, on réussit à avoir une entente spécifique de régionalisation qui permet à ECOB de se structurer en termes de démarche, donc de passer, finalement, d'un duo à un groupe. Et dans les années 2005-2006, on demande à ECOB de voir comment on pourrait mettre en place des marqueurs d'innovation sociale afin de devenir éventuellement des centres de transfert, au même titre que les centres de transfert technologique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, nous avons relevé le défi et depuis 2009, nous faisons partie de la grande famille du réseau Transtech. Alors, ECOB, c'est en fait la mission principale d'ECOB, c'est la prévention. Alors, la prévention au niveau de l'éducation, prévention au niveau de la santé. Alors, nous, on a aidé et on aide encore aujourd'hui, depuis 1982, à documenter et à accompagner dans le transfert. Notre vision, c'est de devenir un centre intégré de recherche et de transfert. Donc, éventuellement, d'être une référence au Québec en matière de capacité de transfert de nos résultats de recherche vers nos milieux de pratique. Donc, pour ce faire, on s'est doté d'un processus puis d'une méthodologie de travail qui met en relation plusieurs acteurs dans le domaine de l'éducation ou de la santé. Et principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met souvent des gens qui ne sont pas nécessairement en lien un avec l'autre. La majorité de nos partenaires, bon, d'abord, oui, on est un groupe de recherche, donc nous avons accès à des fonds de recherche du collégial et les fonds de recherche du Québec. Donc, on est soutenu à plusieurs égards par rapport à ces fonds-là, évidemment. Et à ça aussi, dans nos partenaires, bien nous, étant donné qu'on prône la recherche dans le milieu, alors nos partenaires de travail sont également nos organisations qui œuvrent avec nous. Donc, ces organisations-là, en fait, vous avez les exemples ici, soit dans le domaine de la santé ou de l'éducation. Donc, il peut y avoir, par exemple, les cégeps, les universités, les commissions scolaires. On voit maintenant aussi avec les gens de la petite enfance. Donc, la catégorie qui est couverte maintenant, avec l'expertise qu'on a, on est plus de 14 chercheurs chez nous, et ça nous permet de travailler, je dirais, entre les 0 et 25 ans. Et on commence maintenant, tranquillement, à se doter de meilleurs mécanismes pour travailler aussi auprès de jeunes avec l'insertion sociale et professionnelle. Donc, nos partenaires se sont élargis. Évidemment, à travers le temps, en fait, on a aussi mis sur pied des organismes d'innovation sociale qui aussi en sont. On parle du Conseil régional en prévention de l'abandon scolaire, qui est fait, je suis la chargée de projet là, de cet organisme-là qui se voue à la prévention, et ce, à tous les jours, au niveau des commissions scolaires, des écoles, pour la prévention de l'abandon scolaire. Et il y a une chaire de recherche maintenant, la unique chaire de recherche Cégep Université, qui a été mise sur pied en 2008, qui nous permet évidemment maintenant d'émerger encore plus grandement. Le principe de collaboration d'un centre de transfert, en fait, c'est l'émergence d'abord d'un problème. Et cette émergence de problème-là, il vient avec les individus avec lesquels on collabore sur nos tables de travail. Alors, principalement, nos intervenants ont des processus qu'ils aimeraient documenter et il y a des choses qu'ils voudraient mieux comprendre et connaître. Alors, nous, notre travail, c'est de voir comment on va aller chercher l'information. Donc, c'est là où part ensuite notre expérimentation. Alors, on a toutes sortes de modèles maintenant de recherche qu'on met en profit pour être capable d'aller chercher l'information. Et à ça, on ne serait pas capable de tenir plus d'une quarantaine de partenaires si nous n'avions pas un bon réseau, je dirais, de collaboration, mais surtout une opération de communication. Dans les dernières années, on s'est beaucoup penché sur comment on fait pour communiquer avec nos praticiens. Comment on fait pour changer dans la pratique les manières de faire. Donc ça a été une réflexion qui nous a permis. Aujourd'hui, on pense être capable, justement, qu'au niveau des défis, ce qui est encore à maintenir, c'est l'intégration de la recherche dans la pratique. Que ce soit au niveau de l'éducation ou de la santé, on sent qu'il y a encore un grand défi à relever entre ce on est capable d'aller chercher comme information, puis comment le praticien, lui, va le mettre en place.
On sait qu'on a des prises de plus en plus dans les plans d'action. Alors, dans les plans d'action ou ce qu'on peut dire les plans d'aide à la réussite. Mais pour être capable de faire ces changements-là, même au niveau de la structure, ça nous prend un soutien de réseautage très fort. Et je trouve que dans les années qui viennent, ça va être un défi que nous aurons en innovation sociale de démontrer que notre réseau, c'est ce qui fait la force. Il faut maintenir, il faut que le gouvernement sente que maintenir un réseau, le financer, l'organiser, c'est une force de frappe pour qu'on ait finalement pénétration dans le milieu. Les pistes de solutions, bien, dans notre domaine, en fait, on trouve qu'il y en a plusieurs. Vous comprendrez que j'œuvre en éducation santé. Donc, nous, c'est principalement l'humain. Donc, on parlait tout à l'heure, promotion de la santé. Alors, on est un organisme là, qui tente, particulièrement par nos travaux sur les maladies héréditaires, bien, de travailler avec les équipes médicales pour, justement, comment mieux comprendre notre message. À ça, le transfert de connaissances, on est dans un centre collégial. Nous, c'est le retour, c'est sur la formation de nos étudiants. Donc, on travaille à ce niveau-là. Également aussi, on dit, de plus en plus, les organisations ont à donner des redditions de comptes. Alors, comment on peut mieux aider, comme organisme en innovation sociale, à tracer des portraits exacts, socio-économiques ou autres, de manière à aider les décideurs à prendre les bonnes décisions? Et aussi à donner, dans la formation, des notions spécifiques par rapport au transfert ou aussi par rapport à des notions là, que nous, on a travaillé au niveau de la recherche. Donc, dans notre univers, les pistes de solutions sont assez larges. Et à ça, les retombées spécifiques, nous, on estime qu'on est capable de mesurer les retombées lorsqu'on voit chez nos partenaires des changements au niveau de leur plan d'action, ou au moins des tenant compte de ce que la recherche nous a donné. Alors ça, pour nous, il y a une prise par rapport à ça. Donc, quand ils ont un lien avec vraiment leur plan d'action ou leur plan stratégique ou leur mise en œuvre, quand on voit qu'ils changent des choses ou qu'ils s'adaptent en fonction des résultats qu'on leur apporte, on trouve qu'il y a un changement, il y a une bonne retombée. Et à ça, évidemment, bien, je ne peux passer sous silence, bien sûr. Vous connaissez qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les travaux qu'on mène depuis déjà plusieurs années ont permis à notre région d'améliorer ses taux de diplomation et de diminuer ses taux de décrochage. Donc, pour nous, c'est une réelle retombée. C'est les acteurs qui se sont mis en place en éducation, en santé, dans le socio-économique. On s'est assis ensemble et on a dit maintenant, comment on fait? Puis on s'en est fait une priorité régionale. Donc, je pense que c'est un des exemples de retombées qu'on peut souligner. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec moi une dernière fois pour remercier Nadine Arbour, Jean-François Saint-Cyr, Martine Morissette, Gilles Julien et Nadia Duguay pour leur belle présentation des 5 initiatives en innovation sociale.